Bonjour à tous. Alors un cours sur l'Union européenne, un nouveau territoire de référence, donc en géographie. Alors dans le programme, il est prévu de faire une étude de cas sur une région transfrontalière. Donc nous allons étudier le cas de la Grande Région. C'est le nom qu'on donne à cette région transfrontalière qui est comprise entre la France, l'Allemagne, le Luxembourg et la Belgique. Donc on reprend donc tout cela. Donc on doit étudier en étude de cas un territoire transfrontalier ou un espace transfrontalier, c'est-à-dire un territoire qui est marqué par des échanges économiques, humains, durables, qui traversent plusieurs frontières. Et ce qu'on appelle la Grande Région, c'est le nom qu'on a donné à cette région transfrontalière, c'est ceci. Donc ça correspond à la Lorraine, la Rhénanie, la Sarre, le Luxembourg et la Wallonie belge. Visuellement, si on regarde le nombre de villes, donc c'est ceci, donc c'est une région européenne qui a été créée en 1995, elle a son siège à Metz en France, et c'est une région qui est marquée, on va l'étudier, par une cohérence historique, économique, culturelle, qui a donné naissance en 95 donc à cette région européenne ou euro-région, surnommée la Grande Région. Alors, on va essayer d'étudier ça en différentes étapes. Alors notamment, on va essayer de voir quel est le point commun entre ces régions, parce qu'effectivement, une région transfrontalière, c'est donc une région qui dépasse plusieurs frontières, qui est donc située sur plusieurs pays, et cette région-ci, qu'on a localisée, de la Lorraine jusqu'à la Belgique et le Luxembourg, est marquée par un certain nombre de traits communs qu'on va essayer de voir. Alors ici, on va lire un texte qui est tiré du journal très conservateur Causeur de 2012, mais qui vous montre bien les points communs de cette région, ce qui fait l'unité de cette grande région. Je vous lis le texte. Les mines de fer, du charbon à 60 km à l'est et une rivière, un cadre idéal pour l'industrie sidérurgique au XVIIIe siècle, aux années 70. Puis les mines ferment les unes après les autres, de l'Australie à l'Inde, la concurrence est rude, et on installe les fonderies là où arrive désormais le minerai, les zones industriello-portuaires de Dunkerque et Fos-sur-Mer. La crise, on licencie à tout va, et on casse les usines. Les plans de sauvetage vont se succéder à partir de 1978, fermeture et licenciement, manifestations monstres, parfois violentes, mais la partie était perdue d'avance, trop de dettes, des installations trop vieilles et une main-d'œuvre trop nombreuse. Donc la principale unité ou point ou trait commun à toutes ces régions-ci, donc je vous remontre la carte pour que vous arriviez à les localiser, donc il se trouve au total sur 1, 2, 3, 4 pays, c'est justement le passé industriel. Cette région, donc la Grande Région, c'est en fait l'ancien bassin charbonnier et l'ancien bassin sidérurgique de la France, de la Belgique, de l'Allemagne, du Luxembourg. Et le problème, c'est que cette région-ci, qui a été marquée par le travail du charbon, a vu petit à petit la fermeture des usines et des puits de charbon. Donc 1997, fermeture de la dernière mine de fer en France, 2004, dernière fermeture de la dernière mine de charbon en France. Désormais, c'est écrit également dans le texte, on fait venir le charbon et le fer d'Australie, d'Inde, ça coûte beaucoup moins cher, il est débarqué à Dunkerque, et c'est ça désormais qui occupe le paysage industriel. Donc on va dire une ancienne région industrielle marquée par le charbon et le fer, qui est aujourd'hui en crise. C'est le deuxième mot qui revient fréquemment. Licenciement, fermeture d'usines, main-d'œuvre trop nombreuse, trop de dettes, donc une région qui a vraiment un passif extrêmement fort, d'où peut-être ce besoin de s'unifier. Alors, si on regarde ici, il y a un deuxième trait commun. On s'aperçoit ici que cette grande région correspond en fait aux anciennes zones de combat de la Première Guerre mondiale. Donc ici avec la Wallonie, ici le Luxembourg, la ville de Metz, et puis donc la Lorraine. Alors c'est la particularité de ces régions-là, c'est pour ça qu'elles ont un besoin de dépasser les frontières, donc de se développer au-delà des frontières. C'est parce qu'elles ont eu un passé mouvementé. Alors, on va juste prendre l'exemple de la ville de Metz. Metz était française avant 1971, donc défaite française face à l'Allemagne en 1871, et l'Allemagne vole à la France l'Alsace-Lorraine, et ce jusqu'en 1918. Donc cette fois-ci, de 1171 à 1918, Metz devient allemande. Elle redevient française de 1918 à 1940 quand l'Allemagne perd l'Alsace-Lorraine. Mais Hitler envahit la France et Metz redevient allemand de 40 à 45. Et depuis 1945, Metz redevient français, et ce jusqu'à aujourd'hui. Alors c'est ça l'explication à ce besoin de transcender les frontières, à dépasser les frontières. Il y a un passé commun. Mettez-vous à la place d'un habitant de Metz.
J'habite à Metz, donc je suis français, mais mon grand-père a combattu dans l'armée allemande, mon arrière-grand-père était français, mon arrière-arrière-grand-père était allemand, donc on voit bien qu'il y a des histoires familiales et régionales qui dépassent largement les frontières, qui ont énormément bougé tout autour de l'histoire en fonction des guerres et des événements meurtriers du 19e et 20e siècle. Alors, troisième chose, donc le besoin de construire une eurorégion, donc c'est-à-dire une structure administrative, comme il y a une région centre, il y a une région Hauts-de-France, une région Occitanie, eh bien il y a une eurorégion, c'est-à-dire qui dépasse les frontières, qui n'est pas juste une région française, donc une structure administrative de coopération au-delà des frontières entre plusieurs territoires de plusieurs pays. Donc on lit ce petit texte qui est en fait la conférence de lancement de la 15e présidence de la grande région, c'était en Belgique le 3 février 2015. Carrefour de l'histoire, des cultures et des langues, la grande région se veut être un modèle au cœur de l'Europe, l'exemple vivant d'une Europe sans frontières, riche en coopération et en échanges. Rapprochés par une économie commune, historiquement basée sur l'industrie et les activités minières, les partenaires de la grande région font désormais face aux défis communs de la reconversion. C'est la troisième raison qui explique la naissance de ces espaces transfrontaliers, de ces eurorégions. Eh bien, il y a ici un passé commun, notamment l'industrie, les guerres, qui fait que ces régions-ci ont désormais envie de devenir un peu un exemple de l'Europe sans frontières. Alors cet espace sans frontières, ça a un nom, ça s'appelle l'Europe de Schengen. On a décidé de fonder une Europe où il n'y aurait plus de postes de douane, et l'Europe de Schengen, qui réunit notamment ces 4 pays que l'on étudie depuis le début de cette séance, vont décider de profiter au maximum de cette disparition pour se développer en commun. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils ont un défi en commun, la reconversion industrielle, cette région qui a été extrêmement riche au 19e siècle et qui est désormais une région sinistrée au 21e siècle. Alors, on va essayer de reprendre quelques-unes des activités de cette grande région qui a été mise en place en 1995, et donc on va aller voir quelques exemples de ces reconversions et de projets. Qu'est-ce que ça change finalement de créer, qu'est-ce que ça apporte de créer un espace transfrontalier? Alors la première chose, c'est ce qu'on appelle un travailleur transfrontalier. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus de poste de douane avec l'Europe de Schengen, l'espace Schengen, eh bien désormais les salariés, les travailleurs peuvent franchir la frontière tous les jours. Je suis un travailleur lorrain, il y a du chômage, et on découvre par exemple que vous avez presque 79 000 travailleurs lorrains qui quittent tous les jours la France pour aller travailler au Luxembourg. De la même manière, vous avez 40 000 Belges qui tous les jours quittent la Wallonie pour aller travailler au Luxembourg. À l'inverse, vous avez 350 luxembourgeois qui viennent travailler en France, 5000 lorrains qui vont travailler en Belgique, etc., etc. Donc en fait, il n'y a plus de frontières et les travailleurs bougent. C'est ce qu'on appelle les travailleurs transfrontaliers. Pourquoi font-ils ça? On lit un petit témoignage que j'ai tiré d'un site belge qui s'appelle l'histoire des transfrontaliers au Luxembourg. Enzo a 26 ans, il habite une banlieue de Metz et occupe un poste de développeur web à Luxembourg depuis 5 ans maintenant. J'ai eu de la chance, dit-il, dans un sourire, c'est un secteur qui embauche. Et le salaire est-il à la hauteur de ses espérances? Oui, plutôt oui. Je gagne un peu plus de 2000 € par mois. Bon, c'est vrai qu'avec la route le soir, je rentre parfois à 19h30. Et quel regard ses proches portent-ils sur son statut de travailleur frontalier? En Lorraine, travailler au Luxembourg est synonyme de réussite dans la tête des gens, à tort ou à raison. Alors c'est plutôt à raison parce que en fait, les gens du coin profitent d'abord des régions où il y a le moins de chômage. Il y a des régions où il y a énormément de chômage, d'autres moins. Donc cela permet un mouvement des populations, puisqu'il n'y a plus de postes de douane, il n'y a plus de frontières. Donc il y a énormément de chômage en Lorraine, donc ils vont travailler dans les régions moins touchées par le chômage, comme le Luxembourg, qui désormais s'est développé surtout dans le secteur bancaire. Et puis il y a également une attirance pour les salaires. Alors là, ici, vous avez le salaire brut mensuel par pays. Ici, vous avez le salaire d'un luxembourgeois. Alors, on laisse tomber le chiffre, qui ne veut absolument rien dire. C'est à peu près 2500 €, c'est une moyenne. Pour un travailleur qualifié, à peu près 2000 € pour un travailleur non qualifié. En France, on est plutôt à 1200, 1500. Pareil en Belgique, pareil en Allemagne. Donc pourquoi est-ce qu'on va vers Luxembourg aussi? Parce que les salaires sont beaucoup plus élevés. Plus de travail, un salaire plus élevé, cela permet des mutations, des mobilités de population dans un schéma qu'on pourrait globalement limiter là. Le grand pays dans cette grande région qui attire, c'est le Luxembourg, la région la plus prospère, et cela permet donc de résoudre une partie du problème d'emploi, de chômage, et de développer autour d'un ce moteur qui est la Sarre et le Luxembourg, de développer cette région qui est en crise et a besoin de reconversion.
Alors ça passe aussi par des projets de reconversion industrielle, alors notamment dans les anciennes mines et dans les anciens bassins sidérurgiques fermés, grâce au FEDER. On a déjà vu cet organisme. Le FEDER, c'est le Fonds européen de développement régional, c'est un organisme européen, ça dépend de l'Union européenne, qui donne de l'argent pour construire des routes là où il n'y en a pas, pour construire des autoroutes en Pologne notamment où il n'y en a pas assez, et pour construire, pourquoi pas, des activités industrielles dans les régions où cela a disparu. C'est le cas de la grande région. Et donc notamment entre la France et la Belgique est apparu ce qu'on appelle le PED, le Pôle européen de développement, entre Longwy en France et Aubange en Belgique. Donc l'idée, c'est de remplacer l'emploi minier et industriel qui a disparu par d'autres activités dans le secteur des services, du tertiaire, de la logistique. Voilà, ne pas tomber dans la fatalité et essayer de réindustrialiser ou de trouver de nouvelles activités économiques à cette région. Deuxième possibilité deuxième apport de cette région, eh bien profiter de ce qui est le point d'union entre ces quatre régions, donc Lorraine, Sarre, Luxembourg et Wallonie. Et ce point de liaison, c'est notamment une rivière qui est la Sarre. La Sarre qui est la rivière que vous voyez ici, hein, c'est très joli. Et cela a donné une idée, et pourquoi pas ne pas faire un chemin touristique qu'on appelle la bande bleue, qui est apparu en 2010. C'est un projet qui est financé par le FEDER, encore une fois, qui est un projet typiquement européen, donc plutôt de développer, de faire des petits projets dans son coin, dans chaque pays. Eh bien l'idée est de développer un grand projet de développement touristique de cette région qui est unifiée par un élément géographique qui est la Sarre. Alors la bande bleue, je vous lis en quoi il s'agit. Afin de revaloriser la vallée de la rivière qu'ils partagent, Sarrois et Mosellan ont lancé le projet Bande Bleue. Cofinancé à 50% par l'Union européenne, il a permis d'embellir les rives de la Sarre à 26 endroits. Du côté français, la première avec la création d'un sentier de découverte sur la faune et la flore locale, la seconde avec un réaménagement d'une zone de loisirs. Les 26 réalisations ont pour objectif économique attirer de nouveaux touristes le long de la Sarre et découvrir la région frontalière sous un autre angle. C'est vrai que dans une région qui a connu la pollution, notamment avec le passé minier et les guerres, basée sur le tourisme et la beauté du paysage, c'est quelque chose d'assez audacieux. Ensuite, nous allons regarder le Quatropôle. Le Quatropôle, c'est ça, c'est ce carré que vous voyez ici. L'idée, c'est de faire un réseau de 4 villes transfrontalières, donc 4 villes qui se trouvent pas très loin de zones frontalières, et de développer des services communs. Alors c'est la ville de Luxembourg, de Trèves en Allemagne, de Sarrebruck en Allemagne, de Metz en France. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre en commun? Eh bien pourquoi pas faire une ligne de chemin de fer ou des liaisons de bus entre Metz et Luxembourg, d'autant qu'il y a des travailleurs transfrontaliers, entre Metz et Sarrebruck, Sarrebruck et Luxembourg, et donc pourquoi pas faire une liaison en termes de transport. C'est un exemple parmi d'autres de coopération qui peut y avoir ici. Alors nous arrivons à la fin de ce chapitre sur une zone transfrontalière, la grande région. Alors 3 idées à retenir. D'abord, les régions transfrontalières ont de nombreux traits communs. Dans le cas de la grande région, c'est le passé lié aux guerres, c'est le passé industriel lié aux mines de charbon et de fer. Ensuite, ce sont des régions pour lesquelles les frontières n'existent plus. Alors, il y a l'espace Schengen, donc la disparition des postes de douane, mais il y a également les mobilités transfrontalières qui font que tous les jours, chaque matin et chaque soir, des milliers et des milliers de travailleurs français, allemands, belges traversent la frontière pour aller chercher de l'emploi ailleurs, de l'autre côté de la frontière, qui parfois ne se trouve qu'à quelques kilomètres. Et puis troisième idée, des projets de développement en commun qui sont régulièrement financés et aidés par le FEDER au sein de ces euro-régions. Donc au-delà de plusieurs frontières, on va créer des pôles de développement touristique avec la bande bleue, des coopérations entre villes comme le Quatropôle, ou alors des projets de reconversion industrielle comme le pôle européen de développement dans le nord de la France. Voilà, nous avons terminé sur notre étude de cas. Je vous remercie à tous d'avoir écouté cette émission, et puis ne cherchez pas les histoires, c'est moi qui vous en trouve. Au revoir.